Avec notre deuxième table ronde de la matinée, qui est consacrée aux déchets, à la lutte contre les déchets. Elle va être animée par Sylvain Boucheran, qui rentre avec ses invités. Et il se trouve que j'en fais partie de ces invités. Donc, je ferai un peu tout. Cher Sylvain, vous commandez, je m'installe. On va s'installer ici tous ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Merci à nos intervenants et intervenantes. Prenez place donc pour cette table ronde sur l'environnement avec un sujet important qui a été introduit à l'instant sur la question du zéro déchet. Comment est-ce que aujourd'hui on avance sur cette question? Comment est-ce qu'on prépare demain une économie, des territoires, des entreprises, mais également des familles sur le zéro déchet? Alors pour cette table ronde, nous avons l'honneur d'avoir 6 intervenants et intervenantes. Brice Cano, qui est membre fondateur du Hangar Zéro, une association qui sera bientôt transformée en SIC et qui a un parcours dans le domaine de l'environnement en France et à l'étranger. Nous avons également Jean Ornin, donc directeur général de Citeo, qui, entre autres, a organisé la fusion entre Éco-emballage et Ecofolio pour former ce nouvel organisme Citeo. Audrey Poulevard, présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Nous avons également Guy Geoffroy, donc maire de Comblaville, président de l'Union des maires de Seine-et-Marne et également président de l'Association des écomaires. Nous avons Jean Moreau, qui est cofondateur du groupe, cofondateur et président de Phoenix et qui a déjà cofondé différentes activités. Et puis nous avons aussi Corinne Versini, qui est fondatrice et CEO de Genesis Inc. et également membre du World Material Forum. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, premier tour de table. Aujourd'hui, quels sont les enjeux, quels sont les défis sur les questions du zéro déchet? Quel est l'état actuel de la situation? Jean Moreau. Bonjour à tous, merci Sylvain pour l'introduction. Moi, je vais vous faire un focus sur le sujet qui nous concerne chez Phoenix, qui est celui des déchets organiques, donc les biodéchets, et leur corollaire qui est le gaspillage alimentaire. Les enjeux, ils sont déjà très urgents, mais ils sont assez clairs. C'est que d'une part, on a un volume de gaspillage qui est assez monstrueux, puisque au niveau de la planète, on parle d'un tiers de la production qui est détruite à différents maillons de la chaîne, ce qu'on appelle du champ jusqu'à l'assiette. Au niveau de la France, c'est 317 kg d'aliments par seconde qui sont gaspillés, ce qui représente en valeur économique, parce que c'est aussi un enjeu économique et pas seulement environnemental, 16 milliards d'euros de valeur par an. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a un Français sur 10 qui ne mange pas à sa faim et 14% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, les enjeux, c'est ça, et c'est d'essayer de faire en sorte que les déchets, les invendus et les déchets organiques ne finissent plus en incinération, en décharge ou dans le camion poubelle, mais finissent plutôt dans des circuits associatifs, solidaires et comme la Restos du Cœur, la Croix-Rouge, les banques alimentaires. Donc c'est ce qu'on fait chez Phoenix. On essaye de faire en sorte de remettre un peu de bon sens au cœur du système et de faire en sorte que les invendus transitent des magasins vers les associations, mais je vous en dirai plus dans un deuxième temps. Mais voilà, pour poser le cadre, c'est un peu ça les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, sachant que la France a de l'avance sur le sujet. La France est assez pionnière en la matière, puisqu'il y a à la fois un contexte réglementaire qui est favorable, un contexte fiscal qui est incitatif aussi, et puis il y a une loi assez emblématique, qui a maintenant 2 ans, qui est venue interdire le gaspillage alimentaire en France pour la distribution, sous peine de sanctions. Donc on n'a plus le droit de faire ce qui se faisait avant, c'est-à-dire de javeliser des invendus, de mettre des invendus dans la poubelle et de mettre un petit coup d'eau de javel ou de desktop pour paquets de glanage par des SDF. Ça, c'est devenu une interdiction légale. Donc voilà, tout ce contexte-là, médiatique, sociétal et réglementaire, est porteur et nous, on surfe un peu dessus. Donc voilà, pour poser un peu le cadre sur les déchets organiques. Merci Audrey Poulevard, présidente de la Fondation Nicolas Hulot. Les déchets, le gaspillage alimentaire, c'est un sujet qui touche aujourd'hui les citoyens? Bien sûr, bien sûr. Alors là, c'est la partie effectivement responsabilité des entreprises, singulièrement de la grande et moyenne distribution, mais il y a aussi la responsabilité des citoyens. En France, effectivement, on gaspille, on jette
alors qu'on pourrait les consommer 10 millions de tonnes de nourriture par an, dont quasiment 1,5 million de gaspillage est dû au fait que chaque citoyen en France jette parce qu'il aura dépassé la date de consommation, la date de péremption, parce qu'il n'aura plus envie de manger ce qu'il y a dans son frigo. Ça représente des sommes en espèces sonnantes et trébuchantes importantes pour chaque foyer français. Mais c'est surtout un gaspillage total contre lequel on peut lutter. C'est une question de responsabilité de chacun et chacune dans un pays, effectivement, où un certain nombre de personnes ne mangent pas à leur faim. Donc là, j'en suis même pas, et c'est un axe un petit peu différent et complémentaire, on n'en est même pas à se poser la question de savoir si les magasins doivent redistribuer, s'il faut donner aux banques alimentaires, mais simplement que chacun d'entre nous fasse l'effort de gaspiller moins, déjà en évitant, vous savez, quand on est enfant et vos parents nous disent il faut terminer l'assiette, alors c'est pas forcément la bonne solution quand elle est trop remplie, mais on peut aussi se dire que commencer par des portions moins grandes et s'obliger à ne prendre que ce qui correspond à sa réelle faim, pour ne pas avoir ensuite à gaspiller et à jeter de la nourriture, c'est déjà un bon début. Et puis éviter peut-être de faire des courses pour 3 semaines en se disant que de toute façon, la 3e semaine, les choses seront périmées, il faudra les jeter, il faudra retourner au magasin. C'est aussi un acte qui peut être un acte citoyen avec des conséquences tout à fait souhaitables. Donc la question de la sobriété, Jean Arnin, pour citer le sujet des emballages notamment, quels sont les défis aujourd'hui, quels sont les chiffres, les volumes? Alors aujourd'hui, sur les emballages, on met sur le marché, en France, chaque année, 5 millions de tonnes d'emballages ménagers. Donc c'est tout ce qu'on utilise au quotidien. Sur ces 5 millions de tonnes, il y a 3 400 000 tonnes qui sont recyclées. Donc on a un taux de recyclage de 68%. Donc 68% de la matière revient dans une boucle. Et l'enjeu, en fait, c'est que 100% de ce que nous utilisons devienne une ressource. Et alors, quand on détaille un tout petit peu l'enjeu, il y en a un qui est vraiment devant nous, qui est celui qui est absolument extraordinaire par ses capacités, mais aussi terrible, c'est le plastique. À savoir que on a réussi avec le verre. C'est-à-dire que, grâce à ce qu'on a mené avec les collectivités locales, aujourd'hui, 86% du verre qu'on utilise, vos bouteilles de verre, sont réinjectées dans l'économie et ça fonctionne. Et ça continue à progresser. 86%. Le plastique, 25%. Alors, il y a des raisons. On collecte beaucoup les bouteilles et les flacons, mais pas le reste, mais c'est 25%. Donc on a un sujet sur le plastique, c'est de tendre vers 100%. Donc après, on parlera des solutions. Et le sujet du plastique est double. C'est un sujet de recyclage, c'est-à-dire d'intégrer le plastique dans une boucle pour qu'il redevienne, une bouteille redevienne une bouteille, etc. Donc on évite de gaspiller de la ressource naturelle. Et le deuxième sujet, on est dans une ville maritime, c'est la pollution. C'est-à-dire que et la pollution des mers et des océans, 90%, elle vient de la Terre. Tout ce qui s'est retrouvé dans l'eau était sur Terre. Cet enjeu-là, pour la France, mais c'est un enjeu mondial, d'arriver à fermer ce robinet de façon à ce que rien ne se retrouve dans les mers, dans les océans pour les générations futures. On parle souvent d'ailleurs du continent plastique que l'on retrouve, des continents plastiques que l'on retrouve dans les différentes mers et océans. Corinne Versini, de votre point de vue sur d'autres matières premières, quels enjeux aujourd'hui d'autres types de déchets? Aujourd'hui, il y a 2 enjeux à mon avis, moi d'un point de vue industriel, parce que je me considère comme une industrielle en tant que directrice d'une PME qui fait de l'industrie, de la chimie. Il y a un problème de raréfaction des matières premières auquel on doit faire face, on l'a vu tout à l'heure, on commence à consommer bien plus que notre planète peut produire, y compris en matières premières. Et même quand on a des matières qui sont abondantes comme le sable, le silicium, on se rend compte qu'à force de les consommer sans modération et puis sans aucune limite, on est en train de détruire tous nos plateaux continentaux. D'accord, donc ça c'est déjà
un énorme problème parce qu'on est en train de détruire, on scie la branche sur laquelle on est assis. Donc ça, c'est le premier problème. Mais il y a un deuxième problème en tant qu'industriel que moi j'aimerais adresser à tout le monde, et il m'arrive d'être marraine de promotion d'ingénieurs dans des écoles, et chaque fois je leur resserine la même chose, c'est qu'on doit penser au moment de la conception d'un produit à tout son cycle de vie. On a parlé des matières plastiques. Les matières plastiques ont été inventées en 1865 par deux frères qui s'appelaient les frères Hayat aux États-Unis pour remplacer les boules de billard qui étaient faites en ivoire. Alors ça a eu deux effets bénéfiques. L'un effet, c'est qu'on a pu diversifier, tout le monde a pu jouer au billard parce que ça devenait moins cher. Et peut-être on a pu prolonger un peu l'existence des éléphants, même si ce n'était pas l'objectif premier. Mais quand même, on a eu ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un magnifique sixième continent, ou septième continent, je ne sais pas si selon qu'on considère l'Antarctique ou pas. Il est très éparpillé. Voilà, il est un peu partout, mais au milieu du Pacifique, il est énorme. Mais voilà. Et aujourd'hui, je suis sûre que partout dans la salle, vous avez des gens qui jouent au tennis, qui font du vélo, qui font peut-être du golf, qui font du sport, comme ça, du squash, que sais-je. Et vous utilisez des superbes raquettes en fibre de carbone. C'est génial, hein. C'est un matériau léger, robuste, mais indestructible. Donc je me demande aujourd'hui on joue avec ça, demain, qu'est-ce qu'on va faire quand on va se retrouver avec tous ces déchets à traiter alors qu'on a fait en sorte que ces matériaux soient indestructibles. Donc peut-être qu'avant de satisfaire tout un chacun, y compris moi, en tant que consommateur, avec des matériaux dont on ne pense pas à la fin de vie, il va falloir se poser en tant que chercheur, parce que je suis aussi de ce côté-là, chercheur et industriel, il va falloir se poser cette question et accepter à un moment donné peut-être d'avoir des choses qui seront un petit peu moins jolies, un petit peu moins légères et un petit peu moins indestructibles pour que quelque part on facilite la vie de nos collègues qui recyclent et que ce soit plus facile à réutiliser. Donc comment détruire des déchets indestructibles? Effectivement, bonne question. Guy Geoffroy, sur un territoire, vous qui êtes maire, comment le sujet de la production, de la gestion des déchets est aujourd'hui d'actualité? D'actualité d'évidence, vous savez que les élus communaux et intercommunaux ont la lourde responsabilité de la collecte et du traitement des déchets ménagers. Et à ce titre, ils sont au contact permanent de leurs concitoyens. Et le dialogue doit être sans cesse renouvelé, sans cesse réinsufflé, hein, parce que nous demandons à nos concitoyens non seulement de payer une taxe, qui peut faire considérer à certains que puisqu'ils payent la taxe, c'est aux autres de faire, et nous leur demandons dans le même temps de plus en plus d'efforts qui sont absolument indispensables parce qu'eux seuls peuvent les faire et personne d'autre à la place ne peut le faire en matière de collecte sélective, en matière de choix dans pas la production de déchets, mais la manière dont ensuite ils vont permettre leur collecte et puis leur traitement. Et il y a, je serais tenté de dire, c'est un même combat. Élus, citoyens, même combat pour une prise de conscience, je crois qu'elle est acquise, pour le maintien de la mobilisation par une sensibilisation sans cesse renouvelée et pour surtout que nos concitoyens aient le sentiment que ça sert à quelque chose, qu'il y a une véritable cohérence dans les actions publiques auxquelles on leur demande de participer. Et le constat, je le fais dans le syndicat de collecte et traitement que je préside, c'est que quand les choses sont clairement exprimées, dans toute leur vérité, dans toute leur complexité, elles deviennent vraiment évidentes et finalement assez simples. Et je dois dire à ce propos que le meilleur atout dont on puisse disposer, et on ne se prive pas de le faire, pour faire comprendre l'évidence de tout ce que nous avons à faire ensemble, c'est les enfants, qui dans les écoles dans lesquelles nous intervenons sont extrêmement réactifs et pigent tout de suite ce que leurs parents ont quelquefois beaucoup de mal à comprendre. C'est souvent le cas. Ils ont un peu plus de neurones en fait que nous, c'est ça. Elles sont encore fraîches. Ils sont tout frais. Ils ne veulent pas descendre la poubelle en même temps. Donc. C'est partie des actions éducatives à mettre en place. Brice Carnot, vous qui êtes justement au croisement un peu des territoires, des entreprises, des citoyens, quelle est votre vision aujourd'hui sur la question des déchets? Nous, au niveau des citoyens, en vrai, la question des déchets, elle est vraiment multiple, parce qu'on a parlé des déchets issus de l'alimentation, des déchets issus des plastiques. Il y a une grosse thématique aussi. Il faut savoir que 70% des déchets
en France en poids sont issus du bâtiment et représentent 250 millions de tonnes chaque année. Donc l'objectif en fait sur le territoire havrais, donc plus particulièrement nous allons être installés dans le quartier de l'Eure au Havre, c'est de favoriser en fait le changement de comportement des producteurs de déchets, mais aussi des consommateurs. Donc nous allons promouvoir en fait de toutes les manières que ce soit, de donner les outils aux citoyens et aux producteurs de produire de la nourriture, de produire des objets et de produire des maisons en respectant l'environnement, en respectant l'humain et au maximum en mutualisant tous les outils en fait, pour arriver à cet objectif zéro déchet sur le territoire du Havre. Donc zéro déchet, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. On a pu voir que ce soit l'alimentation, le bâtiment, tout un tas de secteurs où on a des millions de tonnes de déchets au quotidien. Mais du coup, chacun d'entre vous, comment est-ce que vous avez réagi? Comment vous êtes engagé dans ce combat, si on peut dire, vis-à-vis des déchets? Corinne Versini, finalement, Genesis. Alors chez Genesis, on essaie de fabriquer des matières premières. Je dis on essaye parce qu'il y a des fois on y arrive et il y a des fois on n'y arrive pas. On fabrique des matières premières pour l'électronique de façon à consommer beaucoup moins de matières premières et que tout le monde demain continue à avoir un smartphone ou des choses comme ça, parce que sinon on va se réduire à une petite catégorie de la population qui sera favorisée et qui pourra communiquer, pas les autres. Donc on fait ça. On fait ça aussi parce qu'aujourd'hui, ces matières-là, qui s'appellent des terres rares ou des métaux rares, on ne les trouve qu'en Afrique. Elles sont exploitées dans des conditions épouvantables. C'est une véritable catastrophe humanitaire. Et si on les remplace par des matériaux qui sortent des laboratoires et des usines, peut-être que les enfants qui vont chercher ces matériaux au fond de la mine iront à l'école. Et puis aussi, une fois que l'Afrique sera bien pillée, le seul pays qui en aura, c'est la Chine. Et là, on risque de se retrouver face à des conflits géopolitiques juste dus à des matières premières qui vont nous poser, à mon avis, de gros soucis, enfin surtout à nos enfants. Il y a ça. Et donc, ces matières premières, pour vous donner un exemple, on en consomme beaucoup moins. On travaille avec un fabricant d'hélicoptères et ce fabricant d'hélicoptères met dans le fuselage de l'hélicoptère qui est fait en fibre de carbone, n'est-ce pas, qui est très léger, mais qui n'est pas conducteur, donc une barrière anti-foudre. Et cette barrière anti-foudre est en cuivre qui est aussi une matière en raréfaction. Il en met 70 kg pour un hélicoptère de petite taille. Si on prend les techniques que nous avons mis au point, on peut remplacer ces 70 kg par 1 kg de cuivre, parce que nous faisons des techniques de nanostructuration de surface ou de nanoparticules de façon toujours très éthique et très écologique, sans jamais avoir, même durant la synthèse de ces produits, des produits, ce qu'on appelle les CMR, les cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques en chimie, parce qu'on se refuse à faire ça. Et puis, on fait aussi une chose qui est assez rare, hein, je pense, dans l'industrie, mais qui se généralise de plus en plus. Ces matériaux-là sont souvent sous forme de sel des déchets d'autres industries. Les sels de cuivre, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à recycler et c'est compliqué, donc on est obligé de les détruire. Mais nous, on les utilise. On les utilise pour en refaire des matières premières à haute valeur ajoutée, de façon à avoir véritablement une économie circulaire. Je pense que l'enjeu, il est aussi là. C'est sûr qu'il faut traiter les déchets, mais il faut consommer moins au niveau industriel et surtout réutiliser les déchets des autres industries. C'est possible à condition, bien sûr, de penser dès la création du produit, dès l'invention, dès la recherche, de penser tout le cycle de vie du produit. Et je vous garantis que je rends un peu fou mes docteurs quand je refuse certaines synthèses parce qu'il y a un produit toxique, je refuse certaines synthèses parce qu'on n'a pas pensé à ça et parce qu'à la fin, ça peut être dangereux. Voilà, donc, mais je pense qu'on doit tous le faire et ben, si on le fait, il faut vraiment le faire. Il ne faut pas faire semblant. D'accord, donc Genesis aujourd'hui, 22 collaborateurs, vous me disiez, qui s'engagent pour trouver des solutions de recyclage. Jean Moreau, par rapport à la question des gaspillages alimentaires, vous avez fondé Phoenix. Du coup, mais qu'est-ce que vous faites pour ce fléau? Qui dans la salle connaît ou connaissait Phoenix avant ce matin? Bon, ça va, je suis pas venu. C'est pas mal, je suis pas venu pour rien non plus. Je suis content. Alors Phoenix, comment ça marche? Non, c'est assez simple. Vous avez compris tout à l'heure, nous le constat, ou ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat social, notre révolte entrepreneuriale, elle est venue de ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire d'un côté le gaspillage, de l'autre côté la précarité alimentaire, et on s'est dit il y a forcément un rôle à jouer qui est juste du bon sens, qui est de faire l'intermédiaire entre les gens qui gaspillent
qui mettent à la poubelle, à l'incinération, en décharge, en enfouissement. Et les gens, côté demande, qui pourraient en faire quelque chose de plus constructif que juste le détruire, l'incinérer. Donc on a créé Phoenix, qui est une plateforme numérique, qui est une sorte de mythique de l'invendu, où on fait se rencontrer en temps réel via du digital, ce qu'on appelle le tech for good, c'est-à-dire la technologie utilisée au service de l'intérêt général. On connecte les magasins, Leclerc, Auchan, Intermarché, Super U, Franprix, Casino, et leurs chefs de rayon, qui déclarent sur la plateforme leurs invendus. Les invendus sont propulsés par notification et par application à toutes les assos du quartier, qui disent, ben voilà, moi ça m'intéresse d'avoir des produits à J-2, de récupérer une palette de briques de lait, de récupérer une tonne de yaourt. Et donc elle se connecte en ligne, elle réserve tout ou partie du lot. Donc on essaie de faire de la poubelle l'exception et de la seconde vie solidaire la nouvelle norme, le nouveau standard de gestion des invendus. Et donc ça c'est la partie digitale, et qu'on a complété par une partie logistique, parce qu'il faut aussi quand même des camions, des chauffeurs, et transférer les palettes d'un point A à un point B. Donc il y a une partie digitale, une partie traditionnelle, service logistique à l'ancienne. Deux mots sur le modèle économique. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on est une entreprise, hein, on n'est pas une asso ou une ONG. On a fait le choix de délibérer de se créer en SAS, c'est-à-dire en statut marchand, mais avec pas mal de critères qui nous mettent dans le champ de lucrativité limitée. Donc on limite les salaires, on limite les dividendes, etc. Mais on est quand même une boîte qui fonctionne avec un modèle qui est assez simple, c'est que détruire des déchets, ça coûte assez cher. C'est le modèle des acteurs historiques que je ne vais pas citer, mais les gens qui ont des camions poubelles et des usines de traitement, des centres de tri. Donc ça coûte entre 120 et 150 euros, parfois 200 euros la tonne de collecter, trier, détruire. Donc nous, mécaniquement, tous les flux qui vont chez Phoenix et vers les Restos du Cœur ne vont plus dans le camion poubelle. Donc on diminue assez fortement le coût de traitement des déchets. Donc c'est un premier levier économique pour nos clients, les distributeurs. Et deuxièmement, ils récupèrent un crédit d'impôt lorsqu'ils donnent à une œuvre d'intérêt général. Donc 60% de la valeur en stock est défiscalisable. Voilà comment on crée de la valeur chez eux, on prend une commission au succès. Et ça marche puisque en 4 ans, on a créé une centaine d'emplois. Et que là, on approche des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout en redistribuant 40 millions de repas depuis le début de l'aventure. Donc on est fiers de ce côté hybride, à la fois business, croissance, création d'emplois, mais en même temps impact positif, qui est, à notre avis, un modèle d'avenir. Mais voilà, il faut qu'il y en ait d'autres qui montrent que ça marche. Et il y en a plein qui sont en cours de création et qui sont derrière nous, donc c'est chouette. Et ce sont souvent des emplois non délocalisables. Ce sont souvent des emplois locaux. Par exemple, on a créé dans la région, merci pour la passe décisive, on a créé dans la région 4 emplois, et dont certains qui sont dans la salle, 4 emplois en 2 ans sur la ville du Havre et autour de Rouen. Donc, puisqu'effectivement, on est en circuit court dans des boucles assez locales. Finalement, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, on l'a vu, l'emploi. Guy Geoffroy, sur les territoires, quelles sont les bonnes pratiques justement pour essayer de faire converger ces différentes dimensions sur la question des déchets? Alors, avant de répondre, je prolonge ce qui vient d'être dit pour dire que personne ne doit être en dehors de tous ces gestes qui semblent faibles si on les prend séparément, mais qui sont extrêmement importants quand on les ajoute. Je présidais hier le 57e congrès des maires du département de Seine-et-Marne. Hier soir, les démunis de la ville-préfecture de Melun recevaient pour les déguster les repas non servis le midi au congrès des maires de Seine-et-Marne. Hein, et c'est la Croix-Rouge, partenaire de l'Union des maires, qui le faisait. Hein, et c'est pour nous symboliquement extrêmement important, mais ça concourt d'une manière ou d'une autre. Hein, on va utiliser un terme qui peut paraître ringard, tout simplement à montrer l'exemple. Pourquoi pas, ça peut être quelquefois très très utile. Alors, pour vraiment essayer de mieux répondre à votre question, pour nous les élus, la question c'est d'atteindre bien sûr l'objectif, c'est de faire notre métier, c'est de collecter, parce qu'il y en a des déchets, qui est de les traiter, de les faire traiter, mais surtout de faire en sorte que le déchet perde extrêmement rapidement son statut de déchet. Hein, le déchet en tant que chose dont on ne sait pas quoi faire d'autre que de s'en débarrasser et d'une manière qui est toujours problématique pour notre environnement, c'est notre ennemi. Hein. Et nous, notre responsabilité, c'est de faire que le déchet devienne très rapidement une matière première
pour ce qui est de la collecte sélective des emballages. Et là, notre partenaire Citeo nous aide, nous soutient, nous accompagne dans nos efforts. Et pour faire en sorte, on parlait tout à l'heure de l'organique, que la partie organique de nos déchets ne soit pas brûlée. Il n'y a rien de plus stupide que de brûler de la matière organique, ne soit pas enfouie, parce qu'après, on va chercher le méthane qui est dedans. Et donc, nous sommes les seuls en Île-de-France, au CIVOM de la Vallée d'Hyères et des Sénards, à métalliser la partie organique de nos déchets, si bien que il y a les déchets que nous ne voyons pas rentrer parce qu'ils sont pris par Citeo. Il y a les déchets qui se transforment en méthane, lequel pour l'instant produit l'électricité et demain va produire par injection dans le réseau du biogaz et du bio-GNV. Et nos véhicules vont bientôt fonctionner avec le bio-GNV fabriqué par les déchets qu'ils auront collectés. Ce n'est pas complètement idiot non plus. Et puis faire en sorte ensuite que ce qui n'a pas pu être méthanisé parce que ça n'est pas de l'organique puisse également donner quelque chose, à savoir de l'énergie par l'incinération. L'objectif, c'est qu'on ne parle plus que du déchet dont on voudrait qu'il n'existe plus à terme, c'est-à-dire ce déchet ultime qui doit, seconde après seconde, se réduire en volume, se réduire en nocivité et doit devenir de plus en plus le déchet inerte dont on ne saura pas quoi faire en attendant que la science nous permette de savoir quoi en faire. Belle initiative sur l'ensemble de vos territoires. Audrey Poulevard, que fait du coup la Fondation pour la Nature et l'Homme pour lutter contre cette production de déchets, sensibiliser, mobiliser les acteurs? On fait déjà ça, ce qu'on fait. Vous savez, la Fondation fonctionne avec un think tank qui fait de la proposition politique de transformation de la société, de transformation de nos modes de vie dans la perspective d'une transition écologique et solidaire, transversale, puisqu'on considère, pardon si je me répète par rapport à ceux qui étaient déjà là hier, que le réchauffement climatique et ses conséquences amplifient les inégalités, amplifient les précarités, et que donc pour mettre en œuvre efficacement des solutions, des transformations pour lutter contre l'impact du réchauffement climatique, il faut d'abord se poser la question de la résorption des inégalités et de protéger encore un peu plus les plus précaires pour les accompagner dans cette transition. Et puis on a aussi dans l'organisation de la Fondation ce qu'on appelle le pôle d'action nationale et internationale qui concrètement sur le terrain met en œuvre les solutions prônées par le think tank. Parce qu'on essaie d'éviter d'être uniquement des techniciens qui proposons des idées très belles sur le papier qu'il est difficile de mettre en œuvre ensuite. Donc on confronte systématiquement. Alors sur la question des zéro déchets, enfin de la lutte contre les déchets, de leur valorisation, c'est une question c'est le socle en fait. Puisque nous prônons la sobriété, pas la décroissance, mais une autre forme de croissance et la sobriété. Puisque nous considérons, vous disiez madame tout à l'heure, très justement, qu'à un moment, on va finir par avoir tout exploité des ressources que la Terre peut nous offrir pour assurer notre survie d'être humain, parce qu'elle va nous survivre, elle va survivre à l'humanité, la planète, ça c'est sûr. Donc, nous considérons que quel que soit le sujet abordé en matière de transition écologique, que ce soit l'énergie, l'alimentation, l'agriculture, les mobilités, etc., il faut d'abord se poser la question de la sobriété, c'est-à-dire faire mieux avec moins. Et évidemment, quand on parle de gaspillage, que ce soit le gaspillage d'emballage, les gaspillages de matière, organique ou pas, eh bien, on réfléchit en termes de sobriété. Donc pour nous, la question du gaspillage, elle est centrale. Et surtout, elle est vertueuse. Alors moi, je vais vous parler de notre expérience de terrain avec monsieur et madame tout le monde, mais je suis sûre qu'ici, moi je ne suis pas du tout une industrielle, mais je suis sûre qu'ici, vous, chacun dans vos activités, vous avez la sensation, et les gens autour de vous, que ce soit vos salariés, que ce soit vos clients, ont la sensation de faire du mieux, en fait. Et ça, c'est hyper enthousiasmant. On fait le constat tous ici que voilà, il y a des millions, des milliards, des dizaines de millions de tonnes de matière gaspillées et toutes ces personnes réunies ici portent des projets et agissent pour améliorer la situation. C'est non seulement enthousiasmant, mais c'est une source d'émulation très forte. Et comme je l'ai déjà dit hier aussi, plus on fait, plus on fait. Puisque plus on économise, plus on recycle, plus on trouve d'autres moyens et d'autres endroits où on pourrait faire encore mieux. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout une démarche contraignante ou punitive, c'est une démarche
très enthousiasmante. Et c'est donc très positif. Hein. On est quand même au forum de la positivité. Alors d'un mot, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, concrètement, une des applications concrètes, c'est notre programme Mon Resto Responsable. Alors s'il y a des responsables de restauration collective dans la salle, je suis à leur disposition pour leur en parler. Aujourd'hui, on a 500 restaurants collectifs sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans des lycées, dans des CHU, dans des administrations. Parfois, ce sont des départements entiers qui s'engagent dans cette démarche Mon Resto Responsable, qui est une démarche de valorisation de l'alimentation collective avec des produits bio ou de haute qualité environnementale. Donc c'est en deux volets. D'une part, il s'agit de proposer aux convives une alimentation de bien meilleure qualité. Et je rappelle que pour beaucoup de gens en France, le repas collectif, soit à la cantine, soit avec les collègues et tout ça, du midi, c'est le seul repas équilibré et vraiment nourrissant de la journée. Et d'autre part, pour que ça marche et pour que ça ne coûte pas plus cher, il faut une lutte implacable contre le gaspillage. Et c'est ce que font ces restaurants collectifs qui s'engagent. Donc, on les accompagne, on leur apprend, on réfléchit avec eux. Eux-mêmes, entre pairs, PAIRS, se donnent des idées pour lutter, mais de la façon la plus efficace possible contre le gaspillage, éliminer les plastiques, etc. Et je prends souvent cet exemple parce qu'il est parlant. Il y a un des restaurants, enfin une cantine, une caisse des écoles, pardon, qui est engagée dans le processus Mon Resto Responsable, qui pousse la vertu et non le vice jusqu'à, dans ces cantines, faire recycler la matière organique pour en faire du biogaz qui fait circuler les camions frigorifiques qui vont chercher, pas très loin, puisque l'idée c'est de faire travailler des producteurs locaux, les produits qu'ils vont ensuite cuisiner pour leurs convives. Donc voilà, c'est une application très concrète, ça marche, et quel que soit le sujet là, dont on parle, quelle que soit l'échelle, que ce soit à l'échelle du particulier ou à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'une région, d'une collectivité, encore une fois, c'est quelque chose qui donne envie. On fait mieux, on fait bien, et on est content de le faire, et plus on en fait, plus on trouve d'autres façons de faire. Une action positive au Forum de l'économie positive. Brice Carnot, vous avez fondé Hangar Zéro. Est-ce que ça permet de mettre en œuvre justement ces belles idées ? Nous espérons que ça va permettre de mettre en œuvre ces belles idées, parce qu'en fait, au sein du Hangar Zéro, notre objectif, c'est de créer un lieu qui soit 100% ouvert au public, et que ce public, justement, à force de transmission, de travail avec eux, ne voit plus les déchets comme des déchets, mais ce qu'on appelle des actifs dormants, en fait. Donc les actifs dormants, c'est un déchet qui est valorisé, et donc qui ne devient plus quelque chose qui est, comme traditionnellement vu dans un circuit linéaire, comme un déchet avec lequel on ne sait pas quoi faire, mais on est dans une logique circulaire en fait où cet actif, ce déchet devient un actif, il est simplement dormant. Donc ce lieu, en fait, le Hangar Zéro, c'est une ancienne friche portuaire, donc c'est un hangar de 900 mètres carrés avec 1300 mètres carrés de terrain à coller. Et notre objectif, c'est d'en faire un laboratoire citoyen de la transition écologique. Donc où on va mêler citoyens, simples citoyens et professionnels de l'économie circulaire au sein d'un même lieu, dans le but de favoriser justement la transition écologique, de changer les comportements des consommateurs, mais aussi des producteurs. Donc je vais pouvoir vous parler. Donc déjà la création du lieu pour nous doit être exemplaire. C'est les reproches qu'on peut faire souvent. On dit des écolos, oui, ils font comme ça, ils font une manifestation où ils mettent la clim à fond, les portes ouvertes. Vous voyez, c'est un peu ridicule. Donc on ne peut pas être dans cette idée-là. Donc pour nous, la conception même du lieu doit être exemplaire. Donc on va réemployer 90% de matériaux de réemploi. Donc l'aménagement de ces 900 mètres carrés de hangar pour en faire 3500 mètres carrés d'activité au final va se faire grâce à des containers fin de vie. Donc pas des containers neufs, mais vraiment des containers fin de vie. Donc on va empiler pour créer différents espaces. On va également faire utiliser des énergies renouvelables pour le lieu. Donc une pompe à chaleur qui sera installée dans le bassin, des panneaux solaires pour alimenter cette pompe à chaleur et une conception bioclimatique du bâtiment pour que pendant son fonctionnement, elle ait une empreinte carbone la plus faible possible. Donc le fonctionnement du lieu, qu'est-ce qui va se passer au sein du Hangar Zéro? Notre objectif, c'est d'amener le public à changer son comportement. Donc
il faut déjà que le public vienne sur le lieu. Donc on va l'attirer par des jardins avec une mare, ramener de la biodiversité, faire un petit peu une oasis au milieu d'un quartier qui manque un petit peu de verdure, hein, parce qu'on est vraiment à la limite du port, dans un quartier qui est en pleine mutation. Donc ramener une oasis de vie, donc par les jardins, ramener le public à venir voir ce qui se passe. Et ensuite, un restaurant qui va servir de la nourriture qui sera en partie produite sur place, donc grâce à un système d'aquaponie. Donc l'aquaponie, c'est la production de poissons et la production de végétaux en même temps, donc dans un cycle fermé où les déchets des poissons servent d'engrais pour faire pousser des plantes. Et également 4 typologies de jardins à l'extérieur. Et également une boutique donc qui permettra de vendre les objets qui seront fabriqués sur place par les professionnels, donc les artistes et artisans qui utilisent le réemploi, des matériaux de réemploi pour faire des nouveaux objets de décoration, ou qui réparent des instruments de musique, ou qui réparent des ordinateurs, donc qui luttent contre l'obsolescence programmée. Donc tous ces objets pourraient être vendus au sein de la boutique, mais également cette boutique sera portée par Artisans du Monde, qui va vendre des produits issus du commerce équitable. Donc notre objectif sur ces 3500 m² d'activité, c'est vraiment de mutualiser toutes les connaissances, mais également les outils. Donc d'avoir un Fab Lab qui sera réservé aux professionnels, où les machines pourront être mutualisées entre tous les artistes et artisans, mais également un Fab Lab qui sera là réservé aux citoyens, pour que les citoyens, avec l'aide de ces professionnels, puissent se dire « Ah bah, finalement, j'ai cassé une pièce dans mon shaker. Comment, au lieu de jeter le shaker, parce que la plupart du temps, ça coûte beaucoup moins cher de racheter un shaker neuf que de réparer juste la petite pièce plastique qui était un petit peu faible. Bah, là, nous, l'idée, c'est qu'il y ait des professionnels qui soient là pour dire « Ok, c'est simple en fait. On a une petite imprimante 3D. On change la pièce la pièce qui est cassée, on la change. Et comme ça, votre shaker, ça a coûté à peu près 20 centimes. » Et donc on retiendra notamment s'inspirer de la nature pour remettre des boucles vertueuses dans la nature, pas de déchets, que des ressources. Jean Ornin, que fait Citeo finalement pour passer du 0 déchet au 100% ressources? Peut-être avant de répondre à la question, il y a un petit sujet d'équation qui est assez intéressant, parce qu'on a parlé de gaspillage alimentaire. Et une des premières réponses face au gaspillage alimentaire, ça a été l'emballage. Vous avez vu beaucoup plus de portions individuelles, avec les normes sanitaires qui augmentent. Donc l'emballage a été une des réponses. On a réglé cette balance entre finalement ce qui est le gaspillage alimentaire et le développement de l'emballage. Alors, juste pour répondre à la question, que fait Citeo? En fait, Citeo, c'est une entreprise. Alors, c'est une entreprise à but non lucratif. Elle a été créée il y a 25 ans par les entreprises. Sur un principe qui est assez simple, c'est que dans le domaine de l'emballage, ce qui n'est pas le cas dans le domaine des raquettes de tennis ou du bâtiment, je ne parle même pas de l'industrie nucléaire, c'est que celui qui met le produit sur le marché, donc si vous achetez une bouteille d'eau, un paquet de biscuits, il a la responsabilité de la fin de vie de l'emballage. Et donc, vous achetez une bouteille d'eau, bah voilà, celui qui a vendu la bouteille d'eau a cette responsabilité-là. Ça s'appelle la responsabilité élargie du producteur, que moi, personnellement, je trouve c'est extrêmement moderne, que finalement, les entreprises assument cette responsabilité et doivent vous offrir des solutions pour collecter et pour trier. Et en fait, je vais revenir à ma bouteille d'eau, elle va payer 1 centime d'euro sur cette bouteille, et avec ce centime d'euro, en fait, vous avez 30 000 entreprises françaises qui payent chaque année, alors soit plusieurs dizaines de millions d'euros pour les plus grosses, soit 80 € pour des PME qui assument cette responsabilité, et qui fait à peu près, sur les 25 dernières années, 10 milliards d'euros, donc 750 millions d'euros qui sont payés chaque année, avec lesquels donc cet argent est versé à Citeo, et finalement qui mutualise cet argent-là, et qui, avec ça, fait 4 choses. La première, on y reviendra tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle des programmes d'éco-conception. Éco-conception, ça veut dire alléger. Si je prends ma bouteille d'eau, elle a perdu 40% de son poids en l'espace de 15 ans, ou changer le matériau pour qu'il soit recyclable. Voilà. Après, on a une deuxième action, c'est de faire de la communication auprès du grand public, soit directement, soit avec nos partenaires collectivités locales, pour inciter tout le monde à mettre son emballage et son papier dans la poubelle de tri. Ensuite,
on a passé un accord avec les collectivités locales, donc Geoffroy l'a dit tout à l'heure, qui ont la responsabilité de la collecte et du tri. Donc en fait, les entreprises financent, si vous avez un bac, est-ce qu'il est jaune ici, le bac de collecte électronique? Vous avez un bac jaune, donc le bac jaune est financé par les entreprises, donc qui payent à la municipalité du Havre en fonction des tonnes qui sont collectées et qui sont triées. Et en fait, ce système-là, donc, il n'est pas payé par le contribuable, mais bien par les entreprises. Et après, on vérifie que tout ce qui sort du bac, qui va dans un centre de tri, retourne bien dans une boucle de recyclage. Donc, on est responsable de la traçabilité, ce qui nous permet de dire aujourd'hui que 68% des emballages sont recyclés. Donc, en fait, cette action-là, elle a été entreprise, elle a démarré il y a 25 ans. Elle demande à être poussée beaucoup plus loin pour qu'on arrive aux 100%. Mais je trouve que moi, qui suis là depuis 2 ans dans cet univers-là, ce partage de responsabilités entre des entreprises qui doivent assumer leur responsabilité de ce qu'on appelle mise sur le marché, des collectivités locales qui sont sur le terrain pour assurer la présence de poubelles de tri, de centres de tri, et enfin du citoyen qui doit, oui, tous les jours faire ce petit geste et le mettre plutôt dans la bonne poubelle. Si, ce que je reconnais n'est pas toujours simple, ça va simplifier. Et en fait, c'est cette conjonction de ces 3 actions-là qui va nous permettre de pousser ce modèle jusqu'à 100% ressources. Donc des exemples positifs sur les territoires, dans les entreprises. Alors il nous reste 1 minute chacun pour présenter votre vision. Demain, comment on arrive sur le zéro déchet? Guy Geoffroy, un territoire zéro déchet, ça ressemble à quoi? C'est un territoire qui ne rate aucune occasion de faire des choses concrètes, positives, efficaces. Chez nous, on n'est pas meilleur qu'ailleurs, mais on fait quelque chose en plus de notre métier qui donne des résultats. On n'a pas attendu la réglementation. Ça fait plus de 10 ans que j'avais établi le contact avec toutes les grandes surfaces de notre territoire pour les inviter, et l'ont accepté, à supprimer les sacs de caisse. On a été un peu précurseurs. On donne des poules à nos concitoyens. Ça a l'air idiot, une poule, 150 kilos par an de déchets consommés par une poule, plus les œufs, c'est pas complètement idiot. On organise dans les écoles une opération tous les ans, chantons le tri. Les enfants écrivent les paroles de chansons qu'on vient leur faire chanter, et il y a un grand gala où tous les parents sont radieux devant leurs enfants. Mais oui, c'est vrai. On organise des éco-concerts. Hein. On vient payer sa place de l'éco-concert en apportant le vieux séchoir qu'on n'a pas pu faire réparer, hein, tous ces petits appareils électroménagers qu'on a trop souvent trop tendance à mettre sur le bord du trottoir en pensant que ça va être ramassé, ou quelquefois bien loin de là. Et puis je vais lancer une grande opération sur ma commune de sensibilisation des habitants à une évidence qui est qu'on ne peut pas, le soir, devant la télé, s'émouvoir devant le 6e ou le 7e continent et continuer à laisser traîner les bouteilles plastiques dans le caniveau. Cette opération, je l'appelle « La mer commence ici ». La mer commence ici, c'est sur tous les avaloirs d'eau pluviale, hein, un sigle, 2 jolis dauphins sur fond bleu, hein, qui rappellent que le paquet de cigarettes, la bouteille plastique qu'on a laissée, qu'on n'a pas voulu ramasser, même si ce n'était pas la sienne, elle finit là où on la voit le soir à la télé, avec beaucoup d'émotion, mais en ayant oublié qu'on avait une part de responsabilité. Merci Corinne Virsini, votre vision. Je pense que je vous ai pas mal parlé de ce qu'on faisait, mais là, j'aimerais un peu parler de philosophie. Je suis une scientifique, j'ai toujours baigné dans les sciences dures, et je me souviens que j'avais lu quand j'étais petite à l'école un monsieur qui, vers le milieu du XVe siècle, avait écrit une phrase qu'aujourd'hui l'humanité se doit vraiment d'appliquer. Ce monsieur s'appelait François Rabelais, et il avait dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'homme ». Voilà, il serait temps qu'on le mette en action. Merci pour ce très très bon rappel philosophique. Brice Carnot. Donc nous, notre vision pour le futur, c'est plutôt une vision du futur, mais assez proche. C'est de faire du Hangar Zéro en fait un centre de formation où vraiment on mise sur les futures générations, et surtout sur il y a une problématique dans le quartier dans lequel on s'installe, c'est qu'il y a 25% des jeunes qui sortent sans formation, sans diplôme de l'école. Donc les décrocheurs scolaires. Donc nous, notre objectif, c'est de vraiment
d'utiliser ce terroir, en fait, ces énergies vives, et de les amener vers quelque chose qui va permettre de valoriser leur action le plus possible et de les valoriser en tant qu'hommes également pour le futur. Merci Jean Ornin. Deux choses. La première, c'est en amont qu'il n'y ait plus aucun emballage sans solution de recyclage ou de réutilisation, voire de disparition quand il n'est pas strictement nécessaire. Et on sait aujourd'hui, il reste encore 20% des plastiques pour lesquels il n'y a pas de solution. Il faut qu'on les ait trouvés. Et on les trouvera. Et l'innovation, aujourd'hui, est très, très, très présente au cœur de notre action. Les nouvelles technologies de dépolymérisation sont en train d'arriver. Donc, en fait, plus rien sans solution qui soit vendu. Et après, je vais rejoindre ce qu'a dit Guy Geoffroy. En fait, on a un sujet de collecte, particulier dans les villes. En fait, on est nul dans nos villes. Excusez-moi, voilà, on est bien meilleur à la campagne, sauf qu'on me la ville. Mais en fait, c'est densifier les points de collecte dans les rues. Je suis désolé, il faut assumer nos poubelles, y compris nos poubelles de tri, en les mettant dans la rue. Je pense qu'il faut, une bonne fois pour toutes, interdire, alors je sais que ce n'est pas facile, tout ce qui est enfouissement. Voilà. On a encore 30% de nos ordures ménagères qui vont à l'enfouissement. Je trouve que c'est pas normal. Et puis, je vais terminer avec quelque chose qui est effectivement ce qu'on appelle le déchet sauvage, qui est un sujet mondial et qui est la plaie, vous l'avez dit, la mer commence sur nos trottoirs, dans la nature, etc. Et c'est un sujet mondial. Alors moi, je sais que je suis là pour la France, mais en fait, je voudrais, et je vais d'ailleurs en 2019, me dire qu'est-ce que je peux initier pour aider, parce qu'effectivement, il y a 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées chaque année dans les mers et dans les océans. Et là, ce n'est pas un sujet de recyclage, alors il faut arriver à collecter. Bon, on ne va pas crâner, parce que je pense qu'il y a 30 ans, on avait encore, nous, des trous communaux. Hein, je veux dire, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire là, on a bien évolué, mais je pense qu'il faut aider. Et je ne sais pas encore totalement comment, mais aidons, parce que c'est un enjeu collectif pour la planète. Merci. Jean Moreau, qui est la vision de Phoenix. Zéro déchet demain. Nous, notre vision, elle a un peu évolué. Disons que, pour simplifier tout à l'heure le propos, j'ai dit qu'on était un acteur qui généralisait le don alimentaire au lieu de détruire. Dorénavant, on a plutôt un service qui est séquentiel en 3 temps. Quand il y a un invendus, on va d'abord le proposer au consommateur avec une réduction. C'est du J-2, J-1 par rapport à la date de péremption. Donc vous pouvez l'acheter en magasin ou sur une application à moins 20, moins 30, moins 40%. Donc 1, le conso. 2, l'asso. 3, les animaux. Donc les biodéchets résiduels, on va les donner non plus dans la même logique, non pas à l'incinération, mais à une ferme, un parc animalier, un centre équestre, un zoo, une porcherie. Donc voilà, on est maintenant, nous, notre vision c'est celle-là, c'est dire on ne fait pas que du don alimentaire, on va vers des magasins zéro biodéchets, où tout est parti en 3 temps, on a réussi à assécher les poubelles. Et donc c'est ça, notre vision, c'est de dire ce qu'on appelle l'économie circulaire, donc les déchets comme une ressource, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça doit devenir le nouveau standard de gestion des déchets pour les générations futures. Bravo, merci Jean Moreau. La vision, Audrey Poulevard, demain, plus de déchets. Je redis, hein, avant, alors évidemment, la collecte et la revalorisation, c'est particulièrement important, mais avant, il y a la question de la sobriété, de la lutte contre le gaspillage. Déjà, produisons moins de déchets, ils seront déjà moins compliqués à collecter et à retraiter. Je vous parlais de mon resto responsable tout à l'heure. La moyenne sur un plateau repas dans un restaurant collectif de gaspillage, c'est 143 grammes de gaspillage par plateau et par jour. Et il y a 3 milliards de repas collectifs distribués en France par an. Imaginez. Alors les restos qui sont pour l'instant engagés dans le processus Mon Resto Responsable arrivent à descendre à 40 ou 30 grammes par jour. C'est pas mal quand même. C'est une goutte d'eau, c'est vraiment une goutte d'eau, mais on peut tous faire des efforts. Alors il y a la responsabilité politique, de toute façon, il y a la décision politique qui est importante, il y a la responsabilité des entreprises, vous avez ici des entreprises industrielles qui prennent leurs responsabilités, il y a la responsabilité du citoyen. Ici, il y a certainement des gens qui se disent, mais qu'est-ce que moi, simple citoyen, qu'est-ce que je peux faire? Évidemment, il y a des tas de gestes au quotidien à faire. Au-delà de vos gestes d'achat et de consommation et de la sobriété à mettre en place sur cette question-là, nous, on a lancé une campagne qui s'appelle les gestes éclairés. Donc, si vous tapez 10 gestes éclairés FNH, vous trouverez des solutions très simples.
On connaît tous l'histoire de fermer le robinet quand on se brosse les dents ou de prendre plutôt des douches que des bains. C'est bien, c'est évidemment pas suffisant, mais je vais vous en prendre un de geste que vous pouvez faire là tous. Et je suis à peu près sûre que 90% des gens qui sont dans cette salle ne le font pas. Quand vous chargez votre téléphone portable, ou votre ordinateur, ou tout autre appareil électrique, et que vous avez terminé de le charger, s'il vous plaît, débranchez le chargeur. Dites-vous qu'à chaque fois que vous laissez un chargeur branché avec rien au bout, c'est comme si vous laissiez le robinet de la cuisine ouvert et que vous partiez travailler. Voilà, c'est du gaspillage pour rien, d'une ressource qui est importante, la ressource électrique, et qui nous empêche de développer des ENR, qui nous empêche de réfléchir de façon constructive à éventuellement réduire notre part du nucléaire dans l'électricité, etc. C'est un des exemples, il y en a plein d'autres, mais celui-là, je pense qu'il est assez simple comme geste et il peut changer énormément de choses. Et l'autre geste que tout le monde va faire cet après-midi, c'est accueillir une poule chez lui pour pouvoir réduire ses déchets. Merci à tous nos intervenants, merci de vos interventions.